De retour sur ce plateau pour la chronique politique avec notre chroniqueur Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Lali, bonjour Gilles Christ, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, bonjour Agapit Napoléon Maforican, bienvenue sur le plateau de Le Matin pour la chronique de ce lundi. Et le titre de la chronique aujourd'hui c'est l'âge d'or. Oui, l'âge d'or, l'âge d'or de notre démocratie. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui fonde justement cette, on va dire, cet intitulé en ce lundi? Vous connaissez l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre poudre. Oui. Ça nous a été enseigné. Voilà, là maintenant nous sommes à l'âge d'or. L'âge d'or parce que nous sommes à une étape de la démocratie béninoise où tout est possible, où on a toutes les possibilités d'aller de l'avant, de rebâtir, mais de rebâtir de plus fort belle manière. Si en janvier, avril, on a peut-être frôlé le pire, oui. On peut dire que normalement l'éclaircie est là, et une éclaircie qui laisse poindre de fortes lueurs pour de lendemains encore meilleurs. Alors qu'est-ce qu'il faut dire de tout ça? C'est le lendemain des dialogues politiques. Et tout ce qui se passe depuis, moi ça me fait dire que si la classe politique se met ensemble, et se fait encore plus responsable, je pense que des choses qui étaient impossibles hier deviendront possibles et on peut relancer. En 90, on est allé à la conférence nationale de manière conjoncturelle parce que l'État avait disparu, n'a plus assumer ses plus régaliennes fonctions. Aujourd'hui, l'État existe et nous faisons mieux qu'en 90. C'est-à-dire que nous revoyons ce qui fait mal, mais on le fait avec les acteurs, tous les groupes confondus, de manière responsable, sans pression aucune, sans exigence aucune, mais chacun arrive à faire placer ses mots, chacun arrive à faire placer ses idées. Ça, c'est nouveau. En 90, on a fait des conférences nationales sous pression de la rue, parce qu'il fallait aller à la démocratie, parce qu'il y avait la banqueroute ici, parce que, mais aujourd'hui, il n'y a aucune pression. Les institutions sont en place, les pouvoirs publics sont en place, les corps constitués sont en place, chacun a son rôle, et nous faisons une sorte de révolution institutionnelle, politique, qui va laisser des traces positives dans les annales de l'histoire. Et ça, c'est important. On a l'impression que, moi j'ai senti un froid, un calme dans le week-end, même au niveau des réflexions politiques, je me dis, mais est-ce qu'ils ont conscience de ce qui se passe dans ce pays? Il se fait que, il y a quelques années, il y a quelques mois, des partis politiques disaient que nos textes étaient mauvais, tellement mauvais qu'on ne pouvait pas les enregistrer. Il dit qu'aujourd'hui, beaucoup ont été enregistrés. De l'opposition, on compte comme au moins 3, FCBE, oui. FCDB, PFR, oui. Qui est PFR, Parti de la femme renouvelée, qui n'avait même pas encore son récépissé définitif au moment où il était convié au dialogue politique. Donc, c'est pour dire quoi? Qu'on aurait pu être plus. L'USL aurait pu être. Restaurer les poids aurait pu être, s'ils avaient eu un peu d'humilité, de déroger aux injonctions. Il faut même utiliser le mot, même pour rester dans leur logique, du ministre de l'Intérieur, quitte à profiter du débat national, du débat politique, pour changer la donne. La preuve, la donne a été changée. Aujourd'hui, il est dit que les réformes à la charte des partis doit faire en sorte que le ministre de l'Intérieur n'intervienne, qu'il ne soit pas juge ne soit juge que des pièces, qu'il n'aille pas plus loin et c'est en une seule fois qu'il fait l'observation. Voilà une avancée, mais il faut y être. Mais lorsqu'on se refuse à être à la table du dialogue, je pense qu'on se refuse des occasions rêvées de faire passer sa position. La politique de la chaîne vide n'a jamais marché. Regardez par exemple, on a parlé de loi d'amnistie. Oui. La loi d'amnistie, si elle est prise, par rapport aux événements au titre des mesures d'apaisement d'ailleurs. Au titre des mesures d'apaisement. Ce n'est pas des mesures sur lesquelles il y avait entente. C'est des sollicitations, des préoccupations particulières quelques partis politiques. Exactement, notamment de l'opposition. Oui. Mais justement, ces mesures aujourd'hui, une fois si elles sont prises, parce que le gouvernement a pris acte des conclusions, le gouvernement n'a pas donné un avis défavorable, a pris acte, et le chef de l'État a joué sa partition en allant régler avec la représentation nationale ce qui relève des compétences de chacun. Mettant l'Assemblée devant ses responsabilités. Des parlementaires sont disponibles à jouer. On a écouté l'honorable Aoumoukou ce week-end, on a écouté le ministre. Alain Roula. Donc, le processus est en marche. Et lorsque la loi d'amnistie devient effective, si elle était votée, elle devient effective,
Mais imaginez qui va en profiter. C'était les casseurs. C'est ceux qui ont été jugés, c'est ceux dont la procédure est en cours, c'est ceux dont la procédure font encore l'objet d'instruction. Et c'est peut-être ceux qu'on n'a pas encore démasqués et qui pourront l'être demain. Donc, ceux qui ont bloqué les processus électoraux, ceux qui ont brûlé le matériel électoral, ceux qui ont vilipendé, ceux qui ont blessé, ceux qui ont bloqué l'accès des localités, coupant l'activité économique, c'est ceux-là qui profiteront et qui, par ailleurs, le chef de... Il faut que ça soit quand même dit. Bouniaï. Il y a une procédure. Non, je ne suis pas péremptoire. Il y a une procédure qui a été ouverte. Il aurait pu être écouté. Il aurait dû être écouté. Ils ont prétexté de maladie et il est parti. Donc, même s'il y a présomption, l'amnistie efface tout. L'amnistie efface tout. Donc ça veut dire quoi? Présomption ou pas, c'est un crime étant présumé, c'est un fait, quand ils sont qualifiés de crime, leur durée de prescription dure tellement qu'une fois que la procédure est ouverte, nul ne sait de quoi demain sera fait. Donc, non, le président Yahi est l'un des gros gagnants de ce dialogue politique, il faut le dire, parce qu'il peut rentrer librement une fois la loi prise. Et je pense que dès que le principe de l'amnistie est acquis, il me semble que avant même que cette loi soit prise, je pense qu'il y a une sorte de nouvelle ère pour ceux-là qui, volontairement, se sont mis hors la loi, notamment par rapport au processus d'avril 2019. Mais justement, parlant de ces acteurs politiques qui actuellement continuent de tenir certains propos qui ne rentrent pas forcément dans le cadre de ce débat-là que l'on fait au plan national, comment interprétez-vous alors que l'on entre dans l'âge d'or avec toujours des positions peut-être, on va dire, anti-international, si je dois m'exprimer ainsi. Tout ce qui est nouveau crée parfois la zizanie dans certains esprits. Des esprits. Oui, quand c'est nouveau, oui. Vous savez, dans une société, il y a ceux qui ne savent prendre aucun risque. Ils se laissent aller. Ils se complaisent dans la monotonie. Que leur situation soit meilleure ou pas, ils ne veulent que rien change. Parce que pour eux, ils sont déjà dedans. C'est Dieu qui a décidé ainsi, on ne peut pas faire mieux. On va continuer comme ça. Il y a des gens comme ça. Ils se résignent à leur sort. Et puis il y en a qui sont appelés à prendre des risques, à regarder l'avenir avec beaucoup d'espoir et à oser. C'est ceux qui ont osé qui nous permettent aujourd'hui de parler et de nous faire écouter, je ne sais pas, de nous faire regarder de je ne sais où, de partout. Donc, on ne peut pas faire une société avec des positions bloquées. Rien n'est statique, tout bouge. Donc, en la matière, quand j'écoute certains, je me dis qu'on n'est pas dans le même pays. Je pense qu'eux, ils sont dans leur pays, qu'ils ont bâti. Parce qu'ils n'étant plus aux affaires ou n'étant pas aux affaires, ils ont créé leur pays à part, avec leur pulsion, avec leur réalité, avec leur interprétation des choses. Et nous, on est dans un pays qui bouge, qui avance, qui a certainement des problèmes. Il y a sans doute quelques failles. Il y a des choses à refaire, à rebâtir, à refonder. Et qui le sont? Peut-être pas avec le même rythme, mais quand même avec un rythme suffisamment responsable et suffisamment audacieux de la part du chef de l'État, qu'on peut déjà, un homme et un homme, un quinquennat ne peut pas s'apparenter à 20 ans, à 2 décennies. Donc, on peut déjà se satisfaire. Et se dire, mais on peut faire encore mieux. Mais pour faire mieux, il faut que les autres vous rejoignent. Je parle de l'USL, je parle de restaurer l'espoir, je parle de PCB, par exemple. Mais imaginez qu'ils arrivent, avec leurs propositions. Pas des propositions irréalistes. Déjà, il faut reprendre les initiatives, ça c'est précis. Et ça, c'est d'abord le préalable. Non, vous ne pouvez pas être, comme je dis, autant qu'il y en a qui enseignent à l'université, ils savent que vous ne pouvez pas venir en matière de rapport de force gouvernant-gouverné et de rapport de force de manière générale. Dans aucune sociologie politique, on vous enseignera que vous êtes en position de faiblesse ou vous venez exiger quoi que ce soit. Et lorsqu'on parle d'ailleurs du dialogue, que ce soit en sociologie ou en politique, quand on parle de dialogue, vous ne pouvez pas venir en imposant. Vous venez avec vos attentes. C'est une affaire de on met tout sur la table. Et on ne commence pas à décortiquer. Sur quoi on s'est entendu? Sur quoi on peut s'entendre? Sur quoi on ne peut pas s'entendre? Ou sur quoi on ne s'est pas entendu? On fait tous ces points et on remonte maintenant. Et c'est comme ça, le dialogue est continu. Le dialogue n'est pas... Le dialogue ne se fait pas en 2 ou 3 jours. Ça se fait de manière permanente. Quand le chef d'État a parlé du dialogue en juillet,
Quand on a invité les partis de l'opposition, on leur a demandé d'aller de l'intérieur pour voir comment administrativement on peut les aider. Mais ils auraient pu, comme je vous l'ai dit, l'USL a dit non, on laisse pour imposer. Ils auraient pu, par exemple, en le faisant, ils auraient eu voix au chapitre et ils auraient eu l'occasion de dire ce qui leur fait mal et peut-être de rapprocher de leur position certaines autres positions. On a eu quand même un facilitateur, un modérateur ou un rapporteur comme Dorothée Sosa. Victor, non, facilitateur comme Sosa, mais un rapporteur comme président Kampanou, qui est quand même dans la position est connue. Je pense quand même que quand vous avez cette personnalité autour, vous pouvez quand même dire que vous avez des gens. On avait les FCB, ils ne sont pas des alliés du Patrice Talon, mais ils sont venus avec leurs attentes. C'est ceux qui ont le plus défendu Boni Yahi, c'est pas ceux qui sont restés en dehors, en Barangouira. C'est pas eux. C'est ça, c'est ceux qui sont allés et qui ont posé le vrai problème. Et Yarou, le Yarou et son équipe, comment on appelle le SG, le secrétaire exécutif de Paul Loupé, tous ceux qui sont allés au dialogue, ils ont posé le vrai problème concernant l'opposition. Et aujourd'hui, l'amnistie fait partie quand même des attentes concrètes de ce dialogue-là. Quand on regarde, ça va paraître curieux, mais on a entendu un membre de l'USL sur une radio concurrente ce week-end qui estimait que même l'Assemblée nationale n'est pas habilitée à voter une loi de l'amnistie. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y en a qui se complaisent dans la situation. Parce que ça leur profite. Ça leur profite, ça leur permet donc d'avoir accès aux tribunes, de passer pour des victimes. Et voilà, de continuer à exister. Parce qu'il y en a qui ne peuvent plus exister si, une fois la paix est revenue. C'est un peu comme les situations de crise. Quand il y a crise, tout le monde. Il y a des catégories qui en profitent. Comme les faiseurs de paix, les vendeurs d'illusions. Il y a plein de personnes qui profitent de ces moments de crise. Donc, il y en a, donc ils ne veulent jamais que la situation s'améliore. Je dis, l'Assemblée nationale est en place. Et c'est l'Assemblée nationale qui vote la loi d'amnistie. Elle est habilitée, elle est la seule à pouvoir le faire. Donc, une fois votée, ça profitera à beaucoup de personnes. Mais je pense que l'USL et Restaurer l'Histoire, par exemple, ont intérêt à revenir à la table des négociations. Ont intérêt pour faire en sorte que les autres compatriotes qui sont à l'extérieur pour diverses raisons puissent avoir l'occasion de rentrer au pays, mais de manière claire et cohérente. Parce que lorsque vous refusez le dialogue, vous ne pouvez pas attendre de l'autre aussi des actions. Parce que s'il le fait seul, ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Le dialogue doit se faire sur la base d'agreements, donc d'un certain nombre d'ententes, d'accords, qui permettent à chacun de jouer sa partition. Donc si vous laissez la table et vous utilisez les réseaux sociaux et les médias, n'attendez aucune action réelle de l'autre. Donc nous sommes dans l'âge d'or. Oui. Je le dis toujours, c'est l'occasion où tout est possible. On peut tout réclamer en restant dans les normes de la vie en société. La vie réglementée par notre constitution et par les institutions en place. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et on est en train de le constater depuis la fin des élections législatives que beaucoup de choses étaient possibles et le sont encore aujourd'hui. C'est ça. Il y a beaucoup de choses à faire à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, avec ce comité de 9 experts, notamment la relecture de la charte des partis politiques, la relecture du code électoral, la rationalisation et la simplification de l'organisation des élections. Il y a des mesures permettant l'équité dans la représentation politique. La loi aussi portant statut de l'opposition à revoir et à pas faire. Est-ce que vous avez l'impression que si on réussissait à mettre vraiment tout ça en œuvre, on aura une unicité de voix au niveau de la scène politique, ou doit-on se préparer davantage à continuer à entendre les mêmes sons de cloche, quel que soit ce qui se passe? On ne peut pas avoir une unicité de voix, ce n'est pas... Tout au moins une appréciation objective. Non, en politique, l'appréciation ne peut pas être absolument objective. L'appréciation tient compte des intérêts des partis, des intérêts... Selon la position de chacun. Selon la position, selon l'attente de chacun. Le verre à moitié vide, comme il est à moitié plein, la salle à moitié remplie, comme à moitié vide. C'est une manière de voir, il n'y a rien à dire là-dessus. En démocratie, on ne peut pas se satisfaire d'une monocordie. Non, c'est pas ça le problème. Il faut nécessairement qu'il y ait la deuxième voie. Il faut nécessairement qu'il y ait... Et c'est là que le statut de l'opposition devient intéressant, important. Et bien justement, mais il faut déjà être là pour profiter du statut. Si le statut de l'opposition doit profiter à un seul, si déjà c'est un seul qui va se réclamer de l'opposition, et il n'y a pas de... Là, on risque de tomber également aussi dans un autre travers. Il faut que les acteurs qui se sentent intéressés par l'animation de la vie politique reviennent dans le système politique. Il faut qu'ils reviennent
à l'intérieur. Je me rappelle en 89, quand le système du PPB avait annoncé l'amnistie générale pour ceux qui se sont exilés volontairement. Oui. Il y en avait beaucoup, dont le président Zissou, qui hésitaient à rentrer au pays. Le premier à rentrer, c'était Adrien Mbedji, flanqué du ministre du Cabinet des Affaires étrangères. Bon voilà, qui a dit, bon voilà, on est venu le remettre. C'est notre frère, il vivait avec nous depuis longtemps. Mais bon, comme la situation change, on est venu le remettre au gouvernement béninois, au président béninois, parce que c'est un béninois, il a un rôle à jouer. Lui-même dit, je suis un citoyen béninois, je suis là, je suis prêt à servir. Alors, lui, il est le premier à rentrer au pays, en août 89. Mais après lui, il y a eu beaucoup d'autres, alors que la décision a été prise début août, dès la fin août, début septembre, il est rentré. Et après, c'est qu'après lui que beaucoup qui hésitaient m'ont dit c'est un piège, c'est faux, on ne sait pas être le cas, ils sont tous rentrés, dont le président Émile Alain Zissou, qui était condamné à mort par contumace, comme Adrien me dit d'ailleurs. Donc, c'est dire qu'il y en a toujours qui hésitent. Il ne faut pas qu'ils hésitent. Je pense que l'environnement actuel leur est favorable. Comme je vous dis, c'est l'âge d'or. Et je ne le dis pas de manière naïve, je le dis de manière très lucide, c'est l'âge d'or. Et quand on a vécu ces instants de folie du PPB, quand on a vécu la fin de 89-90, et quand on vit les soubresauts qu'on a connus depuis le début de la démocratie, 30 ans depuis, on peut espérer. Nous sommes dans une nouvelle phase, franchement, qui trace avec toutes les autres, et qu'on peut capitaliser pour longtemps, pour encore 50 ans, si nous travaillons. Parce que, regardez, quand tout le monde est d'accord pour la discrimination positive, pour une meilleure représentation des femmes, si tout le monde est d'accord pour les élections générales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe de révision de la Constitution est acquis. Ça veut dire que, alors que hier c'était impossible, ça veut dire que le principe de révision de la Constitution est acquis. Après, il appartient aux députés. On entendra encore à cette occasion beaucoup de polémiques. Si on reste dans l'esprit du dialogue, c'est que ce principe est acquis. Parce qu'on ne peut pas faire de la discrimination positive, on ne peut pas aller aux élections générales sans toucher à la Constitution. Parce qu'il faut regrouper, il faut aligner les mandats. Pour aligner des mandats, il faut bien toucher à la Constitution, notamment le mandat des députés. Et aligner des mandats voudrait dire de regarder le statut du chef de l'État. Parce que lui, s'il abdiquait, si pour une raison ou une autre il y a vacances, si on allie les mandats et on doit faire des élections générales, un principe constitutionnel, donc ça veut dire qu'il faut gérer d'éventuels vacances de pouvoir entre deux mandats. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire des élections en moins de 5 ans, l'élection présidentielle en moins de 5 ans. Donc, quand le pouvoir est vacant dans un intervalle, soit c'est un vice-président qui prend, soit c'est quelqu'un de l'ordre constitutionnel qui prend. Donc, vous voyez, il y a des réflexions qui doivent se poursuivre dans le cadre de la conclusion de ce dialogue qui mérite que tous les fils se réunissent. C'est ça l'intérêt de ce que nous faisons ce matin, de cette chronique. Ça mérite que tous les fils, que ceux qui n'y croient pas, que dans leur camp, il y ait quelques colombes qui leur disent, tentons de voir, essayons d'y aller, et que on sache quand même que celui qui est là est élu. Il est élu par le peuple. Il est là pour un mandat. Et c'est dans le cadre de ce mandat, il fait ses réformes. Il faut qu'on se recherche. Même s'il même arrive, ceux qui parlent aujourd'hui, ils auront aussi des actions que d'autres vont critiquer, ne seront pas. Donc il faut qu'on se mette dans les positions idoines de s'écouter et d'aller de l'avant, donc de se faire des compromis pour pouvoir avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, si on rate l'âge d'or, on va retomber encore dans nos éventuels, dans nos pérégrinations, dans nos travers. Je ne pense pas qu'un développement peut se faire dans ces conditions-là. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Baforican, pour ces analyses de ce matin. Et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Et bonne semaine à tous nos téléspectateurs.